merci d'être ici ce soir. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous pendant ce live parce que voilà, maintenant ça fait un petit moment qu'on est confiné et puis ben voilà, vous savez ce qu'il en est. Euh, Ce qui est important de savoir, c'est que ce soir, je vais parler de la géobiologie en général, avec une petite présentation de ce que c'est la géobiologie, mais je vais surtout parler en mon nom, avec mon expérience, puis avec mes croyances, et puis avec mon apprentissage comme j'ai pu faire. D'accord? Donc, peut-être que vous aurez des différences par rapport aux enseignements que vous avez pu avoir, ou bien des différences par rapport à certaines lectures que vous avez eues. Moi, je vais juste parler en mon nom, avec mes expériences. Donc, j'ai commencé la géobiologie, ça fait pas très long, hein, j'ai commencé 2016-2017 à découvrir un peu ce monde des énergies, en commençant par la lithothérapie, et puis après, petit à petit, je me suis plus ou moins naturellement orienté vers la géobiologie parce que c'était quelque chose qui me parlait et puis qui m'a permis un peu de découvrir qui j'étais, etc. On en discutera un petit peu plus, soit dans ce live, soit dans un autre live. Si ça fonctionne bien, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Hop, je ferme juste une fenêtre, là, voilà. Salut Roger, vive les cailloux, merci. Jacqueline, bonjour. Ah bah Nico aussi, il y a du monde. Je vais arrêter de regarder ces commentaires, sinon je vais pas réussir à m'en sortir. Donc, comme vous avez compris, je vais parler de mon expérience, de mes croyances, de mon apprentissage, et puis après on pourra poser des questions. Je vais d'abord faire un premier chapitre avec la présentation de la géobiologie, qu'est-ce que c'est exactement, parler aussi un petit peu quels sont les buts de la géobiologie. On va parler des différentes branches, des différentes matières de la géobiologie. Puis après, il y aura j'ai reçu quelques questions cette semaine. Alors j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. J'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout. Je vois juste que là, une petite notification que je supprime. Voilà, tac, dans l'écran médical, on y va. Donc voilà, la définition de la géobiologie, en fait, je triche un petit peu, j'ai pris des feuilles, c'est l'étude des relations et des effets de l'environnement, de la construction, du mode de vie sur la nature, les animaux et puis les humains, ce qu'on appelle le vivant. C'est-à-dire que cette étude, elle est basée d'un point de vue énergétique et d'un point de vue aussi ésotérique. Il y a deux écoles. Il y a une école qui est plus cartésienne que l'autre. La deuxième école, c'est plus dans l'ésotérisme avec une grande partie du monde invisible. Donc, cette géobiologie, c'est un peu difficile de la qualifier parce que c'est un art, c'est une science, une connaissance, c'est un savoir qui date de plusieurs années. J'ai oublié de mettre la lumière, voilà. De plusieurs années, même je dirais de plusieurs millénaires. Et du coup, voilà, c'est pas une science proprement dite comme on peut l'entendre, qui est enseignée dans des branches, ce serait une science ésotérique. Moi, je préfère parler d'un savoir de connaissance qui est millénaire, d'une vieille connaissance, d'un savoir qui était transmis d'initié en initié, et puis quelque chose qui date vraiment de millénaire. C'est-à-dire que déjà à l'époque du néolithique, donc on est 7000 ans après le néolithique, il y avait des placements de pierres dans la verticalité, des pierres qui étaient dressées, qui étaient mises sur des réseaux qui étaient cosmotelluriques, qui sont toujours cosmotelluriques. Donc là, c'était un peu les premières preuves qu'on a pu avoir. On pensait que c'était les Celtes, mais en voyant et en étudiant un peu cette histoire, on s'aperçoit qu'en fait, c'était déjà au néolithique que ces pierres étaient dressées et que les Celtes ont repris les sites et ont continué à développer. Voilà. Donc, c'est vraiment un très vieux savoir. Et pour faire le lien un peu avec Outre les mondes, avec donc ma pseudo-activité de géobiologie, j'aime bien, vous allez assez vite le voir, c'est que je pratique plutôt une géobiologie qui est mêlée avec de la spiritualité, donc spiritualité plutôt païenne. Et puis, avec Outre les mondes, j'apprécie partir dans la forêt pour pouvoir aller étudier justement ces endroits. Et puis, un de mes repères, c'est justement ces pierres qui sont dressées ou bien des pierres qui sont gravées. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, dans la forêt qui est juste au-dessus de chez moi, il y a beaucoup d'endroits où il y a qui ont été traités et travaillés par parcelles. Et les endroits où on trouve ces pierres, ces gravures, sont souvent placés à côté de l'eau. Et je pense que l'eau
était l'élément de base pour pouvoir s'établir. D'ailleurs, dans la géobiologie, on utilise plusieurs branches. Il y a une branche qui s'appelle plusieurs disciplines, on va parler de discipline plutôt que de branche. Une des disciplines principales, c'est la sourcellerie. Je parle bien de sourcellerie, la recherche des sources, et pas la sorcellerie, Harry Potter et compagnie. D'accord? Donc c'est vraiment la sorcellerie, l'étude des eaux, la recherche des sources, les eaux stagnantes, les eaux filantes, voilà, l'étude du sol. Donc ça, c'est une des premières matières que traite la géobiologie, c'est la sourcellerie. Ensuite, la géobiologie date d'une époque où les gens étaient peut-être un peu plus en lien avec la nature, avec leur habitat. Ils habitaient déjà un peu plus en forêt que de des maisons en béton comme on vit actuellement. Et je fais juste un petit check des commentaires. Tout va bien pour le moment. Salut Richard, merci pour l'apéro. Je vais reboire une petite goutte. Donc voilà, à l'époque, certaines civilisations, le monde était un peu plus connecté par rapport à maintenant. On habitait dans les forêts, plus en lien avec la nature. Je pense aussi que peut-être le monde invisible n'était pas autant invisible qu'actuellement. Et du coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a autant de peine à pouvoir refaire les liens entre le passé et puis le présent. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu plus sensibles à certaines choses et d'autres? Donc voilà, géobiologie, si je me place dans les forêts que j'ai pu étudier, que j'ai pu voir, les cailloux, etc., eh ben, je m'aperçois que c'est sur des surfaces qui ont été, où il y a eu de la vie, il y a eu du terrassement, situées à bordure d'un fleuve, dans une forêt. On retrouve des traces de four à fer, donc on parle de l'âge de fer, hein, du néolithique, donc ça fait moins 1500, environ moins 2000 ans, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un expert en histoire. Ça remonte à quelques années, et puis quand il y a de l'eau, il y a de la forêt, il y a du bois, il y a de la pierre, parce qu'on a vu qu'il y avait de la roche aussi. Dans les forêts où on est, là, il y a peu de profondeur de terre. Ben, on s'aperçoit que souvent, il y a aussi une pierre qui est levée ou une pierre qui est gravée dans la région. Donc c'était vraiment à l'époque où les gens étaient un peu plus, étaient vraiment en lien avec leur maison et leur spiritualité. Et leur travail, bien sûr. Et la vie avec l'eau. Du coup, c'est pour ça que je me suis plutôt orienté sur une géobiologie qui est spirituelle, remplie de spiritualité, qui est associée, une géobiologie qui est associée à la spiritualité, plutôt qu'une géobiologie qui est technique, avec des outils qui sont précis, avec des données, etc. Bien sûr, je les utilise aussi un peu, mais j'utilise aussi d'autres moyens de communication, d'autres moyens de détection que vraiment l'outil pur qui calcule en Hertz. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'harmonisation la deuxième branche de la géobiologie, pour revenir à... Salut Joe, donc j'ai hâte de regarder ses commentaires. Euh, comme j'ai dit justement, une branche c'est la sorcellerie, la deuxième c'est l'harmonisation des lieux. Je parle d'harmonisation des lieux et des énergies, il n'y a pas de nettoyage, parce que dans ma pratique de la géobiologie, eh ben, je nettoie que ce qu'il y a à nettoyer. Sinon, j'essaie d'harmoniser. C'est-à-dire que certains éléments, s'ils ne sont pas dérangeants, eh ben, je les laisse en place. Ça dépend de la sensibilité de la personne et pas forcément de la mienne. Si la personne ne ressent pas ce que je ressens, eh ben, je laisse s'il n'y a pas de dérangement, etc. Donc, voilà, c'est aussi une petite dissociation que j'effectue. Ensuite, dans, dans un autre domaine, d'une autre matière de la géobiologie, il y a ce qu'on appelle la géométrie sacrée, l'art des bâtisseurs. Donc là, j'ai un petit bouquin. Peut-être ça vous parle. Hein. La géométrie sacrée, c'est tout ce qui est symbolique, mais aussi, hein, par exemple, avec les fleurs de vie, avec les trisquelles qu'on peut retrouver dans certaines cultures, à travers le monde. C'est toute une symbolique et une étude sur les ondes de forme, sur la géométrie,
qui est en symbiose aussi souvent avec des réseaux cosmotelluriques. D'ailleurs, on le voit sur les cathédrales, des fois il y a des grosses fleurs qui sont mises, et c'est toujours cette même forme qui vient, avec ces grosses spirales, ces trisquelles, ces ondes de forme qui sont en lien avec le cosmotellurique. Ce qui est d'étonnant, c'est que j'ai découvert il y a peu de temps, dans la région, j'ai regardé un petit peu avec des copains, j'ai regardé un petit peu avec des copains qui sont agriculteurs. Les Ossiens avaient la connaissance de la biodynamisation des graines, petit peu, un petit peu étonnant, mais c'était une sorte d'augmentation de l'énergie des graines pour qu'elles poussent plus, pour avoir de meilleures récoltes, pour avoir un meilleur rendement et puis une meilleure protection, si on veut bien. J'ai regardé aussi du point de vue animalier. J'ai découvert, j'ai rien découvert. J'ai appris qu'il y avait un réseau sur lequel les personnes qui faisaient du miel, qui s'occupaient des ruches, les apiculteurs, positionnaient leurs ruches pour pouvoir avoir des abeilles qui étaient un peu moins nerveuses, typiquement sur des croisements négatifs du réseau Hartmann. Il paraît que si on pose ces ruches sur ce croisement, la ruche, elle est inapprochable. Ils peuvent pas l'approcher. Donc c'est un peu toujours embêtant. Par contre, il y a un autre réseau qui existe, le réseau positif, c'est pour ne pas le citer, où justement, si on place sur ce réseau cosmotellurique les ruches les abeilles auraient une meilleure immunité et un meilleur rendement. Donc voilà, j'ai essayé dernièrement, c'était l'année passée, avec Marie-Laure de placer ses ruches. J'espère qu'elle aura eu l'occasion de pouvoir le tester et puis que j'aurai prochainement un feedback. Mais j'y connais pas grand-chose en apiculture, donc je ne sais pas si c'est la saison ou bien quoi. Mais voilà, certaines personnes ont des connaissances les anciens travaillaient avec des réseaux, avec un certain savoir, typiquement pour les animaux. Et pour revenir à la biodynamisation des graines, ce que j'ai pu observer, c'est que dans la région, à certains endroits, il y a des fleurs qui sont gravées sur des monuments avec un petit cercle, une petite coupole qui est faite. Et en regardant un peu avec les réseaux, c'est plutôt dans des réseaux qui sont Wiesmann ou des réseaux Palm. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que dans l'harmonisation des lieux, personnellement, je regarde beaucoup les réseaux. Les réseaux, il y en a une septantaine, même 70, qui sont en lien, et puis chacun a sa spécification. Et c'est toujours intéressant de pouvoir travailler et connaître un petit peu plus. Les personnes qui sont le plus les personnes qui sont en général, les personnes qui deviennent sensibles, le premier réseau auquel sont sensibles, c'est Hartmann. C'est pour ça que dans certaines vidéos que j'ai pu faire, je détecte uniquement le Hartmann. Bon, bien sûr, je détecte aussi l'eau, mais je me dis, je pars sur un principe que s'il y a un réseau, un carrefour Hartmann qui est négatif, ça ne sert à rien d'aller chercher un peu plus loin. S'il y a de l'eau, voilà, s'il y a de l'eau, s'il y a un croisement Curie, etc., autant partir sur un carrefour Hartmann, je me déplace à côté, puis je me mets dans une zone neutre, puis comme ça enlève la source. C'est pas besoin d'aller faire une détection en profondeur pour tout rechercher, en fin de compte. Voilà. Donc, biodynamisation des graines, géométrie sacrée. On parle aussi de l'art des bâtisseurs. Donc, il y a eu des cathédrales qui ont été construites selon des réseaux, le réseau sacré, c'est le Père est positif, le réseau Or, le réseau Soleil, ça dépend toujours des noms qu'on peut avoir. Par exemple, dernièrement, je suis allé du côté de Beaume et j'ai recherché un peu ce qui se passait comme réseau du côté de Beaume, parce que Beaume, c'est quand même une très vieille, un endroit très vieux en Suisse romande. Ça serait même une des premières villes ou un des premiers endroits habités en Suisse romande d'après les recherches que j'ai pu faire. Donc, il paraîtrait que dans une grotte du côté de Beaume, ils ont retrouvé des ossements qui dataient de la Mésopotamie, donc on est à moins 10 000 ans. Donc ça peut laisser croire qu'il y a eu quand même certains parcours, certaines histoires. Et à Beaume, il y a le temple de Beaume, qui est un site clunisien.
que j'ai pu remarquer, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, c'est que les sites clunisiens sont orientés toujours de la même façon selon ces réseaux. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est que toutes ces constructions et ces connaissances se sont stoppées, toute cette géométrie et cette architecture sacrée s'est stoppée aux environs de 1300 après Jésus-Christ. Plus tard après 1300-1350, il y a eu différents événements politiques, religieux, qui ont fait que gentiment tout ce savoir et ces connaissances, elles ont été sabrées. Donc c'est difficile de vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé, si oui, si c'est juste ou si c'est faux, etc. La géobiologie, on est au renouveau des connaissances. Certaines personnes ont beaucoup d'expérience, ça fait longtemps qu'ils étudient dessus. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement de cette connaissance de la géobiologie. C'est pour ça aussi qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de contradictions, des personnes qui savent, d'autres qui savent pas, quoi. Il y a des mélanges, après il y a des règles qui sont immuables, un peu comme l'archéologie aussi, où il y a certaines règles qu'on peut pas bouger, et puis il y en a d'autres, voilà. La géobiologie, on est vraiment tous au début, et puis de ma manière de pratiquer, eh ben, je m'autorise l'erreur. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui je vous parle de quelque chose où j'en suis profondément convaincu, je ne vais pas raconter de bêtises, mais peut-être que dans 3 mois, j'aurai découvert autre chose, et puis je vais me contredire, puis je m'en excuserai, et puis je vous le transmettrai dans tous les cas. Voilà. Non, j'ai perdu le fil. Ah, bravo. On va boire un petit coup. Santé, tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, Yannick? Oui, bien souvent, on devrait construire les écuries où les vaches se posent pour ruminer, elles sont calmes et après, elles ont de la sensibilité au champ magnétique. Alors, les fourmilières, typiquement les fourmilières, elles sont souvent positionnées sur ces carrefours de réseau Hartmann ou bien les chats aussi. Les chats, ils se chargent pendant toute la journée d'électricité statique et puis ensuite ils se mettent sur un carrefour Hartmann pour se décharger. Voilà. Je suis un peu perdu dans mes feuilles. Quoi qu'il en soit, encore une branche qui est concernée par la géobiologie et qui me tient à cœur, c'est l'archéogéobiologie. En fait, c'est à peu près ma branche première, celle que je pratique le plus, que je vais me balader dans la forêt, avec mon approche avec mon approche de géobiologue associée à la spiritualité. Je me connecte en fait au lieu, avec mes croyances, avec mes expériences, et puis voilà, tout d'un coup, j'ai des informations qui arrivent, et puis ça me permet de faire des recherches et puis des découvertes des découvertes archéologiques. J'en fais pas souvent, mais les personnes de mon entourage, j'ai déjà transmis deux, trois informations. Enfin, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre région, là j'habite donc à Moiride, région de la Sarre et Lille, il y a énormément de sites qui sont inexploités. Il y a beaucoup d'endroits historiques. Et puis, au travers de mes randonnées cosmotelluriques, j'essaie de faire découvrir ce patrimoine historique et énergétique aux gens pour éviter justement qu'il y ait des altérations de ces endroits, pour que les gens ils puissent apprendre à respecter ces endroits qui étaient des endroits sacrés ou bien des sépultures, etc. Et des fois, on passe à côté et on ne le voit pas forcément. Donc, c'est pour ça l'archéogéobiologie, de travailler avec des baguettes, avec un pendule et d'ouvrir ses canaux de communication extrasensoriels, ça devient intéressant parce que justement, on peut avoir des informations à retrancher, retrouver diverses infos. Voilà. J'ai pas parlé beaucoup de l'harmonisation des lieux de vie. Donc, dans les maisons, il y a des perturbations. Parfois, je suis contacté par des personnes qui me disent qu'ils ont des troubles du sommeil, que leur fille fait du cauchemar, qu'ils sentent qu'il y a une présence, qu'il y a qui ne sont pas bien à la maison, que ça peut être source de maladies. Alors, apprendre
Entre parenthèses, hein, mais j'ai sorti un petit document où c'était le docteur Ernst Hartmann, qui avait justement, dit qu'il y avait 60 à 80% des cancers qui étaient en lien avec les réseaux cosmételluriques, etc. Donc c'est toujours à prendre en parenthèse tous ces chiffres, mais certains facteurs font qu'on peut être atteint un peu plus dans notre santé qu'à d'autres endroits. Typiquement, quand je fais une analyse en géobiologie d'un habitat, je regarde les lieux de vie, donc le canapé, la chaise du bureau, le lit. Et il faudrait éviter d'avoir un croisement cosmétellurique ou bien d'avoir de l'eau dessous ce mobilier pour pouvoir, sur le long terme, parce que ce serait des facteurs qui sont aggravants. Personnellement, je ressens ces croisements et puis c'est ce qui fait des fois que les gens ils sont assis comme ça, hop, et puis sans s'en rendre compte, hop, ils remettent leur chaise comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont assis et puis quoi, ça peut être parce qu'ils étaient sur un carrefour et tout d'un coup, ils se décalent de 20-30 cm et puis ils sont de nouveau à leur place. Alors oui, Jacqueline, l'eau sous la maison, exactement. C'est aussi un facteur qui est très aggravant. Après, ça dépend si c'est de l'eau filante, si c'est de l'eau stagnante, si c'est une source. Ça ne va pas être les mêmes problématiques. L'eau stagnante, comme pas mal, faudrait l'éviter, hein, tout ce qui est marécage, etc. Puis l'eau filante, si c'est une rivière, c'est quelque chose qui amène plutôt des problèmes d'argent ou un manque de stabilité qui peut être dans le couple ou financièrement. Donc si, par exemple, il y a des histoires de vie qui se passent pas très bien, dans une maison, il y a de l'eau filante, pour éviter, il faudrait appeler un géobiologue pour pouvoir traiter ça, parce que c'est en lien. Euh, J'espère réussir à faire d'autres lives sur des sujets un peu plus approfondis. Donc, je ne vais pas donner toutes mes techniques, tous mes trucs ce soir, parce que sinon on ne finirait pas et ça serait un petit peu barbant. C'est déjà 20h54. Ça passe vite. Donc, je referai peut-être des petites séquences par après pour approfondir un petit peu plus. Mais effectivement, l'eau sous la maison, c'est quelque chose qui est très négatif. Après, en géobiologie, il y a plusieurs approches qui permettent de pouvoir peut-être pas inhiber, mais réduire les nuisances de ce genre de phénomène. Voilà. Dans les autres nuisances qu'il pourrait y avoir, c'est la nature du sol. Donc, la nature du sol, c'est les eaux souterraines, les failles, ça peut être la pollution aussi. Et puis, dans cette géobiologie spirituelle, ça pourrait être la mémoire des lieux. La mémoire des lieux, donc la mémoire du sol. Je pense qu'on dormirait un petit peu moins bien sur un champ de bataille. Si on construit une maison sur un champ de bataille ou sur un cimetière, on va certainement dormir un petit peu moins bien que si on dort sur un lieu sacré. Quoique, avec le lieu sacré, il y a beaucoup d'énergie, ça pulse très haut. On aurait peut-être un sommeil aussi agité, mais ce ne serait pas forcément le même jour de cauchemar. Donc c'est pour ça que la géobiologie traite aussi en profondeur déjà le lieu. Dans ma manière de procéder, quand je vais à un endroit, je regarde aussi sur la carte où ça se trouve. On trouve beaucoup d'informations sur Internet, il y a des sites Internet où on trouve les écoulements d'eau, où on trouve un peu d'histoire, la toponymie, donc c'est-à-dire l'origine des mots ou des noms de rues, permet aussi d'avoir des indications sur les lieux sur lesquels on se trouve. Donc c'est vraiment d'une façon globale, au début, qu'on regarde la géobiologie, puis après petit à petit, on va resserrer et on va se recentrer sur l'habitat pour aller jusqu'après sur la maison pour réussir à détecter la nuisance, le phénomène, la particularité qui fait que la personne se sente moins bien. Parce qu'à chaque fois qu'un géologue se déplace, c'est justement parce qu'il y a un sentiment de mal-être d'une personne dans un endroit. Voilà. Santé, hein. Merci Dave. Donc, la nature du sol. La pollution, les pollutions, ça peut être énormément de choses. Maintenant, on parle beaucoup de la 5G, mais avant, c'était la radioactivité. Tchernobyl, par exemple. Hein. La radioactivité des endroits, mais aussi la radioactivité du sous-sol, qui au travers des failles
ou bien au travers de certaines pollutions qui ont été enfouies, ou des roches qui sont dessous, une certaine radioactivité peuvent émaner du sous-sol. Il peut y avoir aussi des gaz, on parle du radon. Le radon est une source de pollution et du coup ça peut apporter des nuisances. Heureusement là en Suisse on n'a pas trop de radon, en tout cas je suis jamais tombé sur une problématique de radon dans le sous-sol d'une maison. Par contre, maintenant, ce qui est beaucoup à la mode, ben, c'est l'électrofog. L'électrofog, ben, c'est le fog, brouillard, c'est le brouillard électrique. Le Wi-Fi, la 5G, l'électricité, l'isolation des câbles électriques. De plus en plus de personnes sont sensibles à cet électrofog. Donc le géobiologue va aussi traiter d'une certaine façon pour pouvoir diminuer toute cette électricité résiduelle qui se trouve à l'intérieur des maisons. D'ailleurs, faut que je retrouve une petite feuille, mais Nikola Tesla, pas celui qui a fait la voiture, c'est pas lui qui a fait la voiture, le nom a été repris, c'est Elon Musk qui a fait la voiture, mais Nikola Tesla, il a dit, je ne sais pas s'il était géobiologue, mais il a dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. C'est exactement ce qu'est une onde. C'est exactement ce qu'est l'électricité, avec des fréquences et des vibrations. Donc, c'est-à-dire que si nous, on est tous des fréquences et des vibrations, si on est que ça veut dire que, d'où le lien avec l'invisible, c'est-à-dire que peut-être d'autres personnes, d'autres endroits sont aussi en lien sur d'autres fréquences et sur d'autres vibrations, sur d'autres corps, et puis qu'on peut rentrer en contact. D'ailleurs, c'est un peu l'origine du mot médium, ou de la médiumnité, c'est que c'est un moyen que les gens ils peuvent monter leur, leur, leur vibration et puis leur fréquence pour pouvoir entendre d'autres messages, un peu comme le principe de la radio. D'accord? Et le médium, bah, ça veut dire entre deux. C'est-à-dire qu'on est entre deux mondes. Un petit jeu de mots facile, mais voilà. Médium, c'est entre deux. C'est-à-dire entre deux. C'est-à-dire que on peut être entre le médium, il va élever sa source de vibration et sa fréquence pour pouvoir réussir à entendre d'autres canaux. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, libre à vous, mais il y a quelques années, on parlait pas de Wi-Fi, c'est devenu une onde, maintenant on a tous. Le micro-ondes, typiquement, c'était des ondes, on ne pensait pas que c'était possible de pouvoir faire chauffer de la nourriture avec des micro-ondes. Voilà. Donc, c'est aussi des liens de technologie qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Et puis, peut-être que dans 50 ans, on arrivera à rendre un peu plus visible ce monde invisible. Voilà, c'est une hypothèse, hein, simplement. Donc, c'est toujours important de penser en vibration et en fréquence quand on fait de la géobiologie. Voilà. Ensuite, l'électrofog. Pour moi, la grosse matière, le principal, c'est vraiment les réseaux cosmotelluriques. Pour moi, c'est la source de beaucoup de choses. Il y a l'eau qui est très importante parce qu'elle contient des mémoires, elle contient elle peut transporter de l'électricité, elle peut faire des liens, mais pour moi, quand je commence, c'est peut-être une erreur que je fais, mais pour moi, ça me paraît logique de commencer par faire une recherche sur les réseaux cosmotelluriques, et à partir du moment où j'ai une information, je vais commencer à chercher un petit peu plus tard dans le visible comme dans l'invisible. Après, dans ma méthode de travailler, quand j'arrive sur un endroit, en général, je me connecte à l'endroit et puis je me connecte au gardien du lieu. C'est le gardien du lieu qui va me donner les informations aussi. Donc, en ayant ces deux approches techniques et spirituelles, ça me permet d'avoir des informations qui vont se retrancher. En plus des plans, en plus des outils que je prends pour avoir ces informations. Voilà. Donc les réseaux cosmotelluriques, comme je pense que je ferai un live rien que sur la détection des réseaux cosmotelluriques parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je ne pense pas avoir la science infuse, mais je pense qu'on peut transmettre facilement si on allait chercher pointillés et tout ça. Chacun pourrait à la maison, avec des baguettes, hein, comme j'ai fait à une autre vidéo, avec des petites baguettes au centre, pour découvrir
facilement des petits réseaux, quoi, le réseau Hartmann, savoir réussir à positionner ses meubles, comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sentent bien dans cette pièce et moins bien dans cette pièce-là, pourquoi est-ce qu'ils s'assiedent toujours ici sur ce canapé plutôt que là, et puis ainsi meubler l'intérieur de sa maison selon ses réseaux pour un besoin pour rester en bonne santé. Voilà. Et ensuite, mémoire du sol, mémoire du mur, j'ai déjà dit. Maintenant, on va parler des entités. Voilà. Donc, comme j'ai parlé avant, on est fréquence et vibration. Des entités, ce qu'on appelle vulgairement des fantômes, voilà, ben, elles sont aussi attirées, elles ont aussi une vibration, elles ont aussi des fréquences. Ça ne veut pas dire que c'est des méchants, ça ne veut pas dire que c'est le poltergeist, etc. C'est juste que ils vibrent sur notre fréquence, ils vibrent sur nos vibrations. Et puis, au travers de cette spiritualité et de la médiumnité, on peut rentrer en contact. Et certains ont juste un message à passer pour pouvoir partir. Et puis d'autres ont un message un peu plus conséquent, mais une information. Ça peut être quelqu'un, une entité, une âme, un fantôme, peu importe comment vous le qualifiez, c'est que des mots et que des étiquettes, parce qu'on aime bien placer dans les petites cases, dans les étiquettes les choses. Peu importe comment vous l'appelez, c'est juste une vibration et une fréquence qui doit faire quelque chose et qui est bloquée dans un entre-deux. Donc, en géobiologie, on peut s'occuper aussi du nettoyage ou de l'harmonisation ou de transmettre le message pour autant que le géobiologue soit également médium. Un peu entre deux, et puis pour autant que le médium réussisse à rentrer en contact avec ce phénomène. Après, dans le monde invisible, il existe aussi d'autres perturbations. Donc, on a parlé des failles, il y a les croisements des réseaux telluriques, il y a les CCT, donc les cheminées cosmotelluriques. Il y a une petite question là de qui c'est qui m'a posé la question. Je reviendrai après. C'est Alexandre, Alex, qui m'a posé la question concernant les CCT et puis les vortex, les différences. Je reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est des nuisances qu'on peut retrouver à l'intérieur de la maison et les personnes peuvent le ressentir parce que les vibrations et les fréquences sont très fortes. Alors si c'est un vortex, ça va être un peu plus compliqué de faire quelque chose, mais si c'est une cheminée cosmotellurique, il y a des moyens pour pouvoir la travailler. Voilà. Alex, je reviendrai après pour te donner une réponse un peu plus précise dans la partie questions-réponses. On dit que salut Christelle. Voilà, les égrégores aussi. Attendez, alors je relis vite un petit peu les commentaires, excusez-moi. Fréquence basse, l'autre côté du voile. Oui. Alors. Elles sont top tes baguettes, merci. Oui, alors Marie-Laure, je fais aussi de la radiesthésie, même je fais pratiquement que ça. Je vous montrerai les outils après que j'utilise. Retrouver les objets, etc. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Quoique j'ai une petite histoire à vous raconter. Ce qui est assez drôle, c'est que j'avais perdu ma plaque de moto. Ma plaque de moto, c'était 22 345. Et je devais partir en vacances pour rejoindre ma famille en France. À Voriaz, on partait un week-end. Et puis, j'avais prévu que pour le boulot, voilà, ma femme, elle partait un jour avant, puis je la rejoignais le lendemain en bécane. Je me disais, il y a l'école et tout ça, je vais le monter avec ma moto. Je vais faire un petit tour, je vais faire une course, je perds ma plaque d'immatriculation. Et puis, j'arrive à la maison, plus de plaque. Et je me dis, merde, demain, je dois partir à Voriaz rejoindre la famille, ça va être un petit peu chaud. Et j'ai pris mon pendule. Et je me suis mis à rechercher un endroit, à rechercher ma plaque. Je me suis dit, bon, un peu de qu'on y est, je suis en pleine découverte, je vais voir qu'est-ce qui est réalisable, etc. de ce monde-là, parce que j'ai à peu près testé. Chaque chose que j'ai dit que je fais, tout ça, j'ai testé. Voilà. Depuis 2016, je travaille tous les jours sur la géobiologie, sur la radiesthésie, et puis ça, j'ai testé. Donc la recherche d'objets, j'ai testé, et je continue mon histoire. Donc, comment j'ai procédé, c'est que je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai pris tous les noms de villages que j'ai traversés avec ma moto ce jour-là. J'ai pris mon pendule et puis j'ai commencé à survoler les noms des villages pour voir si j'avais une information qui venait.
Et puis, ben, j'étais à Moiry, et puis je descends, j'étais allé à Morges, donc j'ai fait Moiry, Quarnon, après Lachaux, Snarclon, je sais plus où encore. Et puis, j'ai j'ai un signal qui me dit Snarclon. J'étais à moi, ok. Alors, je calcule, je dis dans ma tête 22 345, 22 345. Vu que je suis aussi toujours un petit peu sceptique et tout ça, je recherche une deuxième fois, je recherche une troisième fois. Et puis, j'en avais marre de dire 22 345. Donc, je disais, je recherche la plaque 20 22 3. Et puis, ça me mettait Snarklon, Snarklon, 22 3, 22 3. Je dis, bon, bah, une seule façon de savoir. Après, j'ai pris ça, j'ai pris la carte de, j'ai pris la carte de Snarklon, j'ai baladé mon pendule dessus. Mon pendule, il pointait à un endroit. Je dis, bon, bah, j'ai qu'une seule façon de savoir où est-ce que j'ai ce 22-3, et puis bah, c'est de m'y rendre. Alors, j'ai pris ma voiture, et puis je m'y suis rendu. Je cherchais dans les prés, je cherchais sur le bord de route, je cherchais les trottoirs, je recherchais par-dessus les murs, je recherchais partout. J'ai mis 1 heure à rechercher à l'endroit précis où mon pendule se mettait. Je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas cette plaque 22-3 alors que mon pendule était absolument convaincu que c'était bien cet endroit-là et tout ça. Et puis, je me reconcentre, je dis dans ma tête 22-3, 22-3, machin. D'un coup, j'ai mes yeux, ils se lèvent, et je vois, vous ne me croyez pas, je vois deux voitures parquées avec le numéro de plaque, c'était 223 000, puis après, il y a des petits chiffres, mais 223 000 avec des petits chiffres derrière. Deux voitures qui étaient parquées l'une à côté de l'autre, à Snarklon, à l'endroit où j'ai marqué. Donc, c'est là où on voit l'importance d'être précis dans sa recherche et dans sa convention pour ne pas faire d'erreur. Donc, oui, j'ai des outils pour pouvoir le faire, mais je suis de loin pas expérimenté pour pouvoir rechercher des affaires et retrouver des personnes et choses comme ça. C'est pas mon domaine, ça me parle pas beaucoup. Voilà. Mais une chose que j'aimerais préciser, c'est que cette géobiologie et puis cette radiesthésie, tout le monde l'a, hein. C'est comme le magnétisme, tout le monde l'a. Il s'agit d'un sens ou d'une capacité qu'on développe et pas d'un don qui est tombé du ciel. Le sens de l'orientation, c'est un sens qu'on a pu garder, qui est ancestral, mais qu'on a pu le garder parce qu'on l'a utilisé. Donc la radiesthésie, c'est notre corps. C'est c'est pas un outil magique ou des choses comme ça. C'est notre corps qui fait qu'il est sensible à certaines choses plus qu'à d'autres. Il y a certaines choses qui vont nous parler et d'autres qui vont un peu moins nous parler. Il y a certaines choses qu'on va travailler un petit peu plus, puis d'autres qu'on va mettre de côté, puis qu'on reviendra peut-être après, ou bien qu'on ne fera pas. Donc voilà, géobiologie, ça me parle bien, réseau tellurique, ça me parle bien, outil, j'ai pas de problème, mais j'ai pas de problème. Mais la recherche d'objets, je peux faire, mais je suis pas beaucoup expérimenté dessus et c'est pas le truc qui me parle le plus, c'est pas ce qui me branche. Je suis désolé. Alors aussi Jacqueline qui me dit trop belles les baguettes, merci beaucoup. Je vais le faire pendant le confinement par maison neuve. Ben, c'est une très bonne idée de déjà regarder la qualité de son sol, voir si tu as des failles, voir si tu as une mémoire, voir si tu es sur un endroit, voir s'il y a de l'eau, voir comment sont tes réseaux, comment est-ce que tu peux orienter ta maison. Un point important, c'est que la géobiologie, c'est la maman du feng shui, c'est la science, hein, bien que je n'aime pas utiliser ce mot, mais science ésotérique du feng shui. Le feng shui est assez proche de la géobiologie concernant la détection et l'harmonisation des habitats, mais le feng shui est quelque chose qui est très, comment on va dire, qui est très cartésien. C'est l'orientation, l'autre qui doit être ici, après il y a ça qui doit être là, la pièce pour l'argent elle est ici, la pièce pour le bonheur est là. Je ne connais pas bien le feng shui, mais c'est très cartésien, c'est géographique avec des zones qui sont faites pour les appartements pour pouvoir amener des choses. La géobiologie elle est un petit peu plus large, mais elle est la science mère, c'était avant la géobiologie, puis après il y a eu une branche qui est partie pour le feng shui. Voilà. Donc c'est très intéressant de travailler en géobiologie. Si tu dois faire une construction, une maison, un ameublement et des choses comme ça, tu peux même travailler géobiologie et feng shui, comme ça tu auras une maison qui est nickel, si on veut bien. Ensuite, fréquence basse, ouais, alors bien sûr, hein, je travaille dans un monde de polarité, donc il y a du plus et du moins. Après, à nous de faire les protections, de réfléchir à ce qu'on va faire, à pas faire les apprentis sorciers avec nos croyances, nos machins, alors qu'on a des trucs qui ne sont pas réglés avec nous-mêmes. Voilà.
La protection, c'est la base du monde énergétique. Je pourrais faire aussi un live que sur la protection. On pourrait même en écrire des livres. D'ailleurs, je crois même qu'il y a eu des livres qui ont été faits sur ce sujet. Donc la protection est très importante parce qu'il y a du très positif comme il y a du très négatif. Donc méfiez-vous, faites attention, ne faites pas n'importe quoi, testez si vous voulez, mais gardez votre libre arbitre et restez, voilà, comme nous tous, les extrêmes sont dangereux. Voilà, les égrégores, oui, les pensées, les pensées des gens, c'est pour ça qu'on dit que l'humain est créateur, l'humain est la divinité intérieure, etc. C'est parce que l'humain a la possibilité de créer. Et l'égrégore qu'on a pu voir quand il y a eu le feu de la cathédrale à, à Paris, et ben ça a créé un égrégore, il y a eu plein de choses. Voilà. Euh, Personnellement, je ne suis pas un convaincu de l'égrégore, mais je pense que si on pense de manière positive, on va créer quelque chose de positif. Si on pense de manière négative, eh ben, il y aura du négatif qui va venir. C'est un peu le karma, c'est un peu des choses comme ça. Donc en pensant positivement, on va créer quelque chose de positif, puis on va amener des choses positives. Donc c'est important, surtout dans cette période-là qui est un peu difficile, mais qui est aussi créatrice, de penser positivement. Et comme ça, ben, on peut créer une sorte d'égrégore. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais, je suis d'accord, Jacqueline. Créons un égrégore. Le pouvoir de la pensée positive, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ensuite, Alex, CCT, ça j'aime bien, oui, je reviendrai après. Richard, voilà, Scanu Marilina, salut. Marie-Laure, merci. T'as trouvé ta plaque? Ah oui, bah, pour finir, non, j'ai pas retrouvé ma plaque. Je suis allé au. Salut, allez. Je suis allé au poste de police déclarer la perte de ma plaque et puis 3 jours après, était de retour dans la boîte aux lettres du poste de police. Donc oui, j'ai retrouvé ma plaque, mais entre-temps, j'avais changé de plaque parce que je voulais absolument partir avec ma moto, etc. Mais la plaque a été retrouvée par le service de la DGMR en Fauchon-l'Herbe. Voilà, pour la fin de l'histoire. Oui, exactement, Dave. Il faut être précis dans ses recherches. Faut avoir une systématique, comme dans la géobiologie, hein. C'est bien d'avoir une systématique. Alors après, moi, mon procédé, il est peut-être un peu différent des autres, mais je procède toujours de la même façon, parce que c'est la façon qui me parle, en fin de compte. C'est pas celle qu'il y a dans les bouquins, c'est pas celle qu'on entend chez les personnes qui ont 8 ans d'expérience en géobiologie, mais en fin de compte, le monde il est en train de bouger, il est en train de changer. On a pu voir avec un gros bouquin qui a été écrit il y a 2020 ans à peu près, comme quoi quand les gens ne savaient pas écrire, il y avait déjà le bouquin qui est sorti quelques années après, qui a été transmis, etc. Euh, ces trucs, quoi, ce livre, il a fait quand même quelques ravages. C'est un livre, mais j'aime à croire que pas tout est gravé dans le marbre. Surtout qu'on parle de connaissances et de savoir qui se sont passés il y a plus de 7000 ans et puis qui ont évolué dans les âges jusqu'en 1300 après Jésus-Christ. Donc j'ose imaginer que pas tout est gravé dans le marbre, qu'il y a des choses qu'on pense être sûres actuellement, puis que demain sera fausse. On est en pleine évolution, en pleine découverte. Donc voilà, gardons l'esprit ouvert et acceptons, donnons-nous le droit à l'erreur. Tu peux faire quelque chose à distance, on a une photo à disposition. Oui, ça, je peux faire des choses à distance. Photo de la maison. Ouais, alors l'adresse suffit, si jamais, Christelle. Tu peux me donner l'adresse et puis après, avec Google Maps, bêtement, j'arrive à regarder les plans et puis à connaître un petit peu. D'ailleurs, je le fais à chaque fois avec l'analyse en géobio et après, je viens sur place pour pouvoir vraiment avoir le ressenti de l'endroit sur le monde invisible, même si j'arrive à me connecter à distance. Bon, moi, je suis sûr que c'est ici, et puis j'aime bien savoir à qui je me connecte, comment je me connecte, d'avoir le ressenti qui est clair. Mais oui, Christelle, c'est faisable, c'est tout à fait réalisable. Yannick, les baguettes, que ce soit fer, cuir, ça change quelque chose. Et si je prends des fers à béton, enfin, ça va. Ouais, enfin, avec tes grosses mains, moitié, ça veut jouer le fer à béton. Mais je mettrai un petit peu après les outils que j'utilise. Mais ça, c'est une baguette de sourcier avec un roulement à billes, c'est plus facile à tourner, etc. C'est plus facile. Puis ça, c'est en fer. Tu peux regarder dans une vidéo que j'ai mis sur ma page Facebook. C'est un cintre, c'est de la ferraille, quoi. Ça vaut rien. On discutera des outils dans un petit moment, de prochain chapitre.
parce que je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. On peut faire à peu près la détection avec tout, en gros. Et la taille, ben, tu les bien nommes. Voilà, si c'est trop petit, ben voilà, Yannick, t'as des poignes, t'as des bonnes mains, peut-être privilégier quelque chose qui est un petit peu plus solide avec une plus grande dimension plutôt que des petits bouts de trucs comme ça, tu seras plus à l'aise. Fais selon ton intuition. C'est ça qui est important. Alors, c'est parti aussi dans le chapitre après. Alors, comment mesurer le taux vibratoire? Bobo ou autre? Non, alors, Babette, je trouve que le taux vibratoire, c'est quelque chose qui est important. On parle unité bovis. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo sur les unités bovis. C'est absolument juste que l'unité bovis, je ne veux pas dire que ça vaut rien, mais qu'elle est propre à chacun. L'unité bovis, par exemple, moi je calcule l'unité bovis des gens, parce que je travaille aussi sur les gens, pas que sur les lieux, avec ça. C'est Olivier qui me l'a donné, j'ai toujours gardé. On peut voir, hein, l'échelle, elle va jusqu'à 19, en gros. Elle va jusqu'à 19. Je calcule parce que c'est mon échelle. En fait, si j'ai ma propre échelle. Babette, tu auras ta propre échelle et personne X aura sa propre échelle. Des personnes calculent entre 0 jusqu'à plusieurs milliards. Et puis, toi, tu calcules peut-être de 0 jusqu'à 1000. Moi, je calcule de 0 jusqu'à 30, comme ça. Je définis en fait ma convention. Et puis après, bah, c'est ce qui me donne mon unité. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à soi-même, avec son échelle, ce qui fait que le bovis, on ne peut pas le comparer à un autre. Babette, je pourrais calculer à distance ton taux vibratoire, que je te dirais qu'il est de 26. 27. Il est de 26-27, Babette. Ton taux vibratoire, en gros, mais ça ne va pas te donner d'informations. Donc je ne te dis pas, c'est 26-27, qu'est-ce que ça vaut sur mon échelle? D'accord? Donc, en gros, l'échelle, le taux vibratoire de la planète, pour moi, il est à 18, entre 17 et 18. Ce qui est au-dessus, c'est plutôt spirituel, ce qui est en dessous, c'est plutôt tellurique, cosmique, tellurique. Voilà, en gros. Puis après, ben, il y a une échelle, si on part plus dans le sacré, etc. Et puis, ou bien si on part sur de la maladie. En gros. Voilà. Donc l'unité bovis, oui et non. D'ailleurs, super bien, j'ai pris une pomme. Je calcule, maintenant j'ai commencé à calculer avec le biochamp. Et le biochamp va me donner l'information si c'est positif ou négatif. C'est-à-dire que mon champ, mes corps, physique, spirituel, informatique, éthérique, tout ce qu'on appelle, on fait comme ça, Clément, on ressent qu'il y a une énergie qui part, je prends ma pomme, il peut s'élargir. D'accord? Je la repose, je prends mon téléphone, il se resserre. Je sens qu'il se resserre. Je peux faire la même chose avec la baguette. Mais ça, je peux montrer après, mais avec la baguette. Je lui pose la question, est-ce que cette pomme est bonne pour moi? Regardez la baguette. Voilà. La baguette, elle s'écarte, parce que dans ma convention, j'ai un cadran invisible devant moi en demi-cercle qui me dit que oui, j'ai défini la convention que la droite c'était du bien et la gauche c'était du pas bien. Maintenant, si je prends mon téléphone, est-ce que cet objet est bien pour moi? Voilà, ça se referme. En fin de compte, j'ai pas besoin d'avoir plus d'informations que ça. J'ai besoin de savoir si c'est bien pour moi ou si c'est pas bien pour moi. Que ce soit pas bien à 12%, à 14% ou à 25%, voilà. Ça ne m'importe pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier des unités de mesure, il faut se méfier de l'unité bovis, qu'on ne pourra pas comparer. Et puis, le biochamp, c'est quelque chose qui est assez sûr. On sait si c'est bon pour nous, si c'est pas bon pour nous. Après, on peut partir sur des échelles, on peut faire différentes choses. Il y a des cadrans, il y a différents trucs qui font comme quoi on peut savoir si c'est bien ou pas bien. Et je pense que c'est ça vraiment la base du sujet, c'est savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Après, qu'un lieu sacré vibre à 1 350 000 ou 1 500 000, qu'est-ce que ça va changer? Mais on peut le savoir, c'est une information. Loi de l'attraction, va bien sûr. Oui, Dave, c'est juste loi de l'attraction, le bien attire le bien, le mal attire le mal, c'est exactement ça. Salut l'agence, joyeux anniversaire, hein, j'ai noté. Merci d'être sur le live.
L'humain s'adapte même au confinement. Exactement, on s'adapte bien. Là, on est une trentaine de personnes à s'adapter au confinement. Et puis, je passe un bon moment à étaler ma théorie, mes sciences. C'est cool. J'espère que vous ennuyez pas trop. On peut monter le taux vibratoire de quelqu'un qui en a besoin, oui. Je le fais. Je le fais avec le pendule, d'une façon, de ma spiritualité, je le fais. Augmenter le taux vibratoire pour être un peu plus d'énergie. Alors, attention, augmenter le taux vibratoire, c'est pas devenir une divinité, hein. C'est assurer une meilleure immunité et puis amener un peu plus d'énergie de ces différents corps. Je peux le faire aussi à distance, aussi l'harmonisation des chakras, etc. Oui, je pense que on peut augmenter le taux vibratoire des choses et des gens avec les baguettes. Alors, j'ai pas compris, Marilena, pourquoi avec les baguettes. Oui, avec les baguettes, on peut. Que c'était taux vibratoire avec les baguettes. On peut mesurer le taux vibratoire avec les baguettes aussi. Je te montrerai. C'est juste avec une table, en fait. Euh, Alors, Yannick, tu définis le côté bien et pas bien. Comment? Ben, ça me permet de pouvoir aborder un nouveau chapitre. J'ai suivi un cours. Une chose que j'ai retenue qui était très importante, c'était qu'il y avait trois choses qui étaient importantes de ce monde, de la spiritualité, de la médiumnité, de la géobiologie, de l'invisible. C'est que déjà, dans tout, il faut mettre une attention. Il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas faire ça. Quelle est ton attention? Qu'est-ce que tu veux mesurer? Qu'est-ce que tu vas avoir comme information? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça maintenant? D'accord. Quelle est ton attention? Donc moi, par exemple, mon attention pour le cadran, c'était de savoir si c'était bien ou pas bien pour moi. Donc, le cadran, je vais te montrer à quoi ça sert, un cadran. Moi, je me le représente de cette façon-là, le cadran. C'est un demi-cercle avec un trait ici. Voilà. Et puis, en fait, je me suis fait une séparation virtuelle au T2, où je me suis dit que d'un côté c'est bien et de l'autre côté c'est pas bien. Donc, moi, c'est mon intention, c'était de savoir si c'était bien ou pas bien pour moi cette pomme. Et puis, ma convention, elle était, ben, à gauche, ma baguette à gauche, se dire que c'est pas bien. Si ma... Je perds mon livre. Si ma baguette part à gauche, ça veut dire que c'est pas bien, parce que sur mon cadran, j'ai marqué pas bien. Et puis, sur la droite, ben, je voulais que ce soit du bien, parce que sur mon cadran, c'était du bien. Donc ça, c'était ma convention. Quand tu travailles avec un pendule ou avec des baguettes, demande la convention. Tu demandes la convention à la baguette, à ton corps, tu demandes juste indique-moi un oui, indique-moi un non, et tu verras de quel côté la baguette se tourne, et puis voilà, ça sera ta convention. Indique-moi un oui, indique-moi un non, pour commencer. Et en général, ben, le oui, il est plutôt sur la droite, comme avec le pendule, ça tourne plutôt sur la droite quand c'est un oui, et puis si c'est un non, ben, la baguette tournera plutôt sur la gauche, et puis le pendule, il sera plutôt sur la gauche. Mais ça, c'est vraiment indépendant de chacun. Je te parle d'une généralité. En général, c'est sur la droite pour le positif, sur la gauche pour le négatif, mais ça peut changer en cours de route par rapport à ton évolution et ça peut aussi changer de la personne. Voilà. Chez certaines personnes, le pendule tourne de l'autre sens, la baguette tourne de l'autre sens. Je crois que dans un premier temps, il n'y a pas trop de questions à se poser. Définis ta convention et puis tu fais selon ton intuition. Parce que c'est le troisième point, c'est la confiance en soi. Quand on aborde ce domaine, ben la difficulté, c'est de se rendre compte, comme quoi on reçoit des informations dans un milieu où on est un peu terre à terre, un peu cartésien, et puis voilà, c'est difficile de se dire que c'est la réalité, que peut-être pas tout est visible, qu'on a d'autres informations qui arrivent, et du coup, à un moment donné, se faire confiance dans nos ressentis et dans ce qui nous arrive, et dans la façon que ça arrivait, etc., bah, c'est quelque chose qui est difficile. Et se faire confiance, c'est un des trois points principaux pour réussir à évoluer, à comprendre ce monde-là. D'accord? Donc, si ta baguette, elle tourne à droite, tu as posé une question, ta baguette, elle tourne à droite, bah, aie confiance en toi, suis ton intuition, c'est que ça va être à droite. Voilà, c'est que c'est bien ou c'est pas bien. Fais-toi confiance. Teste, travaille tous les jours, affine, deviens sensible. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer ta confiance en toi. Et puis être sûr de ton intuition. Parce que l'intuition,
C'est une grosse partie de la médiumnité. Donc, intention, convention et confiance. Les trois points principaux. Voilà. Là, tu définis le côté bien pas bien commun, alors selon ton intuition, gauche-droite. De rien, la JAS, on parle d'immunité, donc système immunitaire, c'est pourquoi on ne doit pas céder à la peur qui baisse nos taux vibratoires et finit par diminuer la force de notre système immunitaire. Exactement, Dave. Donc, si on ne pense pas bien, on baisse son taux vibratoire. Si on pense bien, on augmente notre taux vibratoire. Tu peux le ressentir avec ton biochamp. Une bonne pensée, le biochamp, il augmente. Une mauvaise pensée, le biochamp, il rétrécit. C'est juste. Chaque personne est différente par rapport à la convention, ou chaque personne est pareille. Chaque personne est différente, Jasmine. Chaque personne est différente, mais on peut faire j'aime pas les généralités, mais majoritairement, les gens sont la même chose. Et puis après, il y a toujours, voilà, dans ce monde-là, il n'y a rien qui est 100% sûr et fiable et qui est défini pour chacun, etc. Voilà. En majorité, sur la droite, c'est un oui, et puis sur la gauche, c'est un non, mais ça arrive que ce soit l'inverse. Voilà. Alors, oui, j'ai répondu. C'est là que je pêche grave. La confiance en soi. Bah, ça, c'est le nerf de la guerre, hein. La confiance en soi, c'est comme juste le truc qui est primordial, hein. On a des informations, donc moi, dans ma façon de croire, la source, elle nous donne des informations via différents canaux, machin. Mais après, on doit accepter et puis se faire confiance avec les informations que l'on a. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très difficile, mais qui se travaille tous les jours au quotidien, se faire confiance, mais même au-delà de la médiumnité et de la spiritualité, je pense que se faire confiance, c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre monde, qu'on a perdu dans notre vie, que ce soit professionnellement, sentimentalement. On est arrivé dans un monde qui est difficile, et puis ben, être doux avec soi-même, se faire confiance, euh, voilà, être positif, et puis se donner le droit à l'erreur permet aussi de prendre confiance, arrêter d'être dur avec vous, soyez un petit peu plus tendre, hein. Moi, je parle au premier, j'étais un gros dur avant, puis maintenant je suis devenu un petit peu moins dur. Voilà, en gros. Que penses-tu de l'intuition de manière générale? Alors, ouais, Marie-Laure, l'intuition, c'est la médiumnité, quoi. C'est le canal d'information. Voilà, suivre son intuition, ça se travaille. C'est aussi un sens, hein. Donc, au début, il y a beaucoup d'informations qui arrivent avec l'intuition. Et la méditation m'a permis de m'aider à faire le tri dans mes pensées, pas satellites, mais pensées parasites. En fait, au début, avec l'intuition, quand les informations arrivent, quand il y a l'intuition qui débarque, il y a beaucoup de pensées qui arrivent, et c'est difficile de faire le tri. Et la méditation, bah, elle permet de se recentrer sur soi-même dans un premier temps, et puis de réussir à entendre, de faire fi des petites pensées parasites. Bon, j'ai oublié d'acheter le pain, ça, aujourd'hui, ça va pas, voilà, ça n'a pas été, il m'a dit ci, il m'a dit ça, demain, il faut que je fasse la liste de commissions, etc. Voilà, ça, c'est les pensées parasites. Et puis, au bout d'un moment, toutes ces pensées parasites de la méditation, ça part, et puis tu reçois l'information claire. Donc, c'est important d'être centré, d'être, voilà, d'être centré pour recevoir les informations, le canal, et tout ça, voilà, pour l'intuition. Alors, l'intuition, c'est aussi savoir lâcher le mental. Ah, exactement, l'importance du mental et l'ego, mais l'ego, c'est aussi un copain, hein. C'est aussi un copain d'avoir un ego. C'est celui qui va te remettre à chaque fois en question. Donc, c'est bien dans la géobiologie, quand tu travailles avec des outils de détection, le lâcher prise, faire le vide, etc., pour pas influencer les baguettes, parce que les baguettes, il faut faire des mots, hein. Je demande rien du tout, puis j'arrive à les ouvrir. Regardez. Alors, typiquement, le travail mental, hein, tac, ouvre-toi, ça s'ouvre. Voilà, ferme. Hop. Oh, un peu dur, c'est plus dur, un peu dur. Voilà. Ok. J'ai pas fait le vide, j'ai dit ouvre-toi, attaque, puis c'était réglé. Par contre, quand on veut détecter quelque chose de plus précis et puis vraiment faire confiance à ce ressenti et à son corps, parce que c'est notre corps qui détecte, eh ben, faut lâcher prise, faut faire le vide et puis laisser venir les informations. Et puis,
dire merci à son ego et à son mental de temps en temps pour nous éviter de dire un peu trop de bêtises et puis pour nous remettre en question aussi à chaque fois. C'est pas un ennemi, l'ego, c'est la polarité de l'intuition et on doit faire avec. Et bah, l'autre jour, j'ai regardé un live de Sibyl, je sais pas si tu me regardes ce soir, Sibyl, où elle avait même surnommé, elle a même prénommé son ego pour se dire, eh, mais arrête, tu radotes, puis comme ça, comme si son ego était une deuxième personne. Et puis, elle s'adressait à son ego pour la remettre un peu sur place, la remettre un peu. Donc, du coup, après cette vidéo, moi je me suis dit, je vais surnommer mon ego Walter, ouais, parce que Walter Ego. Et puis du coup, ça va être pas mal. Ça va être pas mal de donner un petit nom à son ego, puis dire arrête Walter. Et puis du coup, je teste. Je suis en train de tester pour voir ce que ça vaut. Comme je vous ai dit, je teste beaucoup de choses. Certaines choses me parlent, d'autres un peu moins. Voilà, là, je suis en phase de test. Merci Sybille pour ce petit conseil de donner un petit prénom à son ego. C'est assez cool, je trouve. Voilà. Ah, mais c'est Yannick Liniger, j'ai pas vu, je croyais que c'était Yannick Moitié, excuse-moi. L'intuition, c'est aussi savoir le mental. Intuition, ressenti, même combat. Ouais, non. Intuition, ressenti. En fait, c'est une bonne question, Christelle, entre l'intuition et le ressenti. Le ressenti, c'est plutôt une information qui vient depuis mes capteurs du corps, et mon intuition, ça vient plutôt de mon canal médiumnique. À savoir qu'il y a de la clairvoyance, de la claire odorat, claire ressentance, clair toucher, clair plein de choses. Moi, j'ai de la claire information. Donc, c'est de l'information, elle vient dedans, c'est un peu frustrant parce que je vois rien, j'entends rien, mais tout d'un coup, tac, l'information, elle arrive. Voilà. Donc, c'est j'arrive facilement à faire la différence entre l'intuition et le ressenti parce que ça n'arrive pas par le même endroit, simplement. Comme l'intuition, c'est là, le ressenti, c'est les mains, c'est les pieds, c'est le corps, voilà, c'est différentes choses. Je vois bien les gens qui n'arrivent pas à se sortir la tête de l'eau, c'est comme s'ils étaient aspirés vers là-bas, j'essaye de leur montrer qu'il y a une autre façon de penser pour se sortir et de penser autrement. Ouais Yannick, c'est cool de jouer le sauveteur, mais chacun, l'univers fait qu'on doit tous manger notre part de gâteau à la merde, pour être vulgaire. Quand on arrive dans ce monde-là, on a envie de jouer les sauveurs, d'aider son prochain, machin, d'évoluer, de tirer même des fois son conjoint contre le haut. Mais les lois de l'univers font que chacun a son chemin à faire, qu'on doit respecter ce chemin. C'est difficile des fois de voir son copain, son mari, sa petite copine à côté se casser la figure, tomber dans une dépression, etc. Mais il n'y a que quand touchons le fond qu'on peut remonter. Il n'y a qu'en travaillant sur nous-mêmes qu'on pourra faire quelque chose pour évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Sois bienveillant avec les gens, essaye de les orienter si tu veux, mais le travail, c'est eux qui doivent le faire et personne d'autre doit le faire à sa place. Je l'ai appris un peu à mes dépens. Voilà. Respecter les gens, respecter le chemin dans lequel ils se trouvent, leur connaissance. Si tu vois qu'ils prennent le mauvais chemin, tu peux peut-être être une bonne âme, bienveillante et tout ça, mais ne tombe pas dans le jeu de leur dire comment faire ou de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire ou de les forcer à faire des choses comme ça et tout ça. Voilà, c'est leur chemin de vie. Après, moi, je donne des vidéos. Souvent, je conseille le site YouTube Tistria parce que je trouve qu'il y a des très bonnes vidéos où il y a des gens qui sont peut-être qui sont peut-être des experts, en tout cas des personnes qui parlent bien. Les sujets ils sont très précis, je trouve qu'ils sont bien présentés. Donc, quand je vois que quelqu'un à côté de moi, j'aimerais un petit peu l'aider, donner un petit coup de pouce, je lui dis d'aller voir une petite vidéo Tistria, puis de choisir la vidéo qui lui parle le plus. Et puis des fois, c'est juste l'élan, l'impulsion qui permet de pouvoir faire, mais le travail, je ne peux pas le faire à la place. Mais seule la personne concernée peut accéder à l'aide offerte. Voilà, exactement. C'est vrai que je vois avec ma mère, c'est impossible. Ouais. Ben oui, exactement. Mettre un prénom à son ego. Mais quelle idée géniale, j'adore. Voilà, merci Sybille. Envoie-lui de l'amour grandissellement, les plus beaux cadeaux. Ouais, ça c'est juste, Jacqueline, je te reconnais bien là, de l'amour que tu propages autour de toi. L'amour, c'est la clé. Voilà. Le reste est invisible pour les yeux. Le principe, comme les cerveaux là, hein. Le petit prince, le cerveau là, le principal est invisible pour les yeux. C'est ça, l'amour. La réponse de tout. Love is all.
Tout à fait d'accord sur le sauveur. Respecter la vitesse de chacun, on n'est pas tous au même endroit. Bref, entièrement juste, Dave. Voilà. Je reprends mon live parce que j'ai pas encore tout fini. Les outils de détection. J'ai déjà débordé un petit peu là de mon live. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Alors, outils de détection. Comme je vous ai montré, il y a la baguette. Normalement, elle est sur le nombre de 2, mais j'en ai déjà paumé une. Donc, du coup, je n'ai plus qu'une. Ce qui va aussi très bien juste pour pouvoir faire ces petites tables, etc. Mais c'est pas celle où j'ai le plus de feeling. Vraiment, moi, où j'ai le plus de feeling, les baguettes que j'ai le plus de feeling, c'est celles que j'ai au cintre. Je trouve que sont faciles, ne coûtent pas grand-chose et puis ça fonctionne bien. Vous pourrez regarder sur mes publications comment faire les baguettes au cintre. C'est pas très, très compliqué, il faut juste avoir une bonne pince coupante qui coupe bien. Vous comprendrez la joke. Il y a ça que j'avais acheté aussi, les baguettes de sourcier. Alors, souvent, on voit les. Je vous le montre comme ça. Voilà. Hop. Ça représente le sourcier avec sa baguette de noisetier, etc. Là, c'est un peu le même principe qu'on arrive. On fait comme ça. Puis qu'on arrive sur un carrefour, tac, ça plie, ou bien ça monte, suivant ce qu'on veut. Il existe également les automnes de l'échelle. Là, je n'ai pas, j'utilise pas ça. Je suis désolé, mais je vous le montre, c'est ça. Antenne de l'échelle, c'est un peu le même principe pour calculer un Hertz, pour les fréquences, etc. C'est un outil. J'ai jamais eu l'occasion de le tester. Je n'ai jamais croisé en fin de compte, donc j'aurais bien voulu tester, mais je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Et puis, pendant qu'on y est, il y a le lobe de radiesthésie pour le réseau Hartmann aussi. Donc c'est un petit objet qu'on tient entre les doigts et puis qui va naviguer sur la gauche et sur la droite, comme ça, pour indiquer où se trouvent les carrefours, les réseaux. Les baguettes le remplacent aussi. J'ai jamais eu l'occasion de le tester. J'avais vu aussi une barre qui est sur un ressort avec un rond en bois au bout. Et puis la tige se plie. Ça, j'ai testé une fois. C'était assez intéressant. Mais par contre, voilà, je suis un peu un costaud et tout ça, puis un peu nerveux. Et du coup, j'avais le machin, il faisait tout le temps comme ça. Alors, ça marchait. Mais c'était pas le truc le plus précis, quoi. Avec la baguette, j'arrive vraiment à être précis. Et puis, même au-delà de ça, les baguettes, je les utilise pas forcément dans tous les cas parce qu'avec, au bout d'un moment, avec la sensibilité qu'on développe, on peut ressentir à la main, notamment le réseau Hartmann qui fait quand même 21 cm d'épaisseur, qui est assez fort, qui est costaud et tout ça. Au bout d'un moment, on ressent l'énergie avec la main. Du coup, je l'utilise un petit peu moins que c'est une problématique Hartmann, ou je l'utilise pour montrer aux gens les baguettes, pour montrer où ça se trouve précisément, comme ça ils peuvent faire un repère. Voilà. Après, le gros du travail, je le fais aussi beaucoup avec le pendule, ça c'en est un. Petite info au passage, je suis en train de créer une gamme de pendules dans mon atelier qui se trouve juste là derrière. Donc prochainement, il y aura un petit shop qui sera fait sur mon site internet. Là, d'ailleurs, si vous faites un peu des curieux, entrelemondes.net, il y a déjà les premières pages qui seront mises, mais vous ne pouvez pas encore faire de commandes et tout ça parce que je suis en train de faire du bricolage dessus. Voilà. Donc le pendule, un outil qui est clé pour pouvoir faire ça. Au début, j'utilisais ces livres. L'univers du pendule. Je trouvais que c'était bien pour débuter parce qu'il y a énormément de tables sur les huiles essentielles, les taux vibratoires, le nombre de gouttes, qu'est-ce que ça peut être comme phénomène, le pH de l'eau, qu'est-ce que j'ai là qui était bien. Trouver le bon plateau pour le pendule. Voilà, les zones de perturbation, savoir comment si c'est une cheminée, savoir si c'est un vortex, simplement demander au pendule, hein, le corps il ressent. Et puis du coup, voilà, peut-être ça va t'intéresser de voir dans ce sens-là comme ça, Alex. Comme ça, toutes les perturbations, en fait, tu fais ta table comme ça, tu mets tes perturbations que tu connais, et puis après ton pendule, tu poses la question, puis ton pendule il va interagir. C'est assez facile. Ce qu'il y a d'embêtant avec ce qu'il y a d'embêtant, le piège qu'il y a à voir avec ce petit bouquin, c'est que il y a il y a une centaine de pages. Donc, faut isoler un petit peu dessous parce que suivant comment le pendule, il va chercher l'information du cadran qui est dessous. Donc, je prends un petit bout de carton. C'est un truc que j'ai entendu à la librairie. Hein, mais
Voilà. On m'a dit, tu mets comme ça ta planche, le truc dessous, comme ça tu es sûr que ça va pas chercher l'information derrière. Voilà. Moi, par habitude, j'ai mis ça, comme ça je me concentre bien sur cette planche-là, avec les informations qui sont là, c'est clair dans mon intention et dans ma convention, qu'est-ce que je veux faire, etc. Ce petit bouquin-là, il est pas mal du tout. Euh, un autre lit, ouais. Ensuite, un petit jeu qui est sympa à faire pour vous montrer comme quoi c'est bel et bien notre corps qui exécute qui a les capacités sensorielles et pas l'objet qui est magique. Je vous invite à prendre votre pendule, bien vos baguettes. Donc ça, voilà. C'est mon pendule de Tot. J'aime bien travailler avec lui en géobiologie. Voilà, c'est mon petit pendule. J'en ai un autre en bois que j'ai fabriqué et que j'affectionne particulièrement, mais je ne l'ai pas retrouvé pour la vidéo. Donc je vais faire des mots avec ça. Donc, au niveau de la convention, je vais lui demander de faire un oui. Bon. Voilà, halt. Il faut que je m'excuse, il faut que je me mette là. Halt. Laissez-moi un nom. Il faut que je me mette un peu à l'aise. Voilà. Un nom. Alt. Voilà. Ok. Maintenant, je mets ma main ici. Regardez. Alors, laissez-moi un oui. Voilà, il tourne sur la droite. Oui, 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 oui. Je mets ici. Il s'arrête. Non, non, non. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Voilà. Donc, le troisième œil. Hein. Juste le fait d'occulter le troisième œil, ben, c'est une petite expérience qui est assez rigolote. Occulter le troisième œil, ben, ça fait qu'il y a un des capteurs principaux qui fonctionne plus, et puis du coup, ben, le pendule, ben, il fonctionne plus. On peut essayer de plus près. C'est un oui. Donne-moi un oui. Voilà. Oui, 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 oui. Donne-moi un oui. Voilà. Je lui demande de me donner un oui, donne-moi un oui. Il s'arrête. Là, il recommence. Voilà. Ça, c'est un petit jeu qui est cool à faire pour prendre confiance en soi. Typiquement. Voilà. Puis, il y a encore plein d'outils, il y a encore plein de choses qui existent, mais je pense qu'avec entre le pendule, les cadrans et puis les baguettes, on peut déjà faire un sacré boulot au niveau de la géobiologie pour autant qu'on ait une ouverture spirituelle. C'est quoi la spiritualité? Voilà. Tac, tac, tac. Géométrie sacrée. Une petite planche, alors, au passage, une petite planche que j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir, que Olivier m'a gentiment donné, pour la connaissance des corps énergétiques, spirituels, physiques, l'aura, etc. C'est cette feuille-là. Voilà. Pour réussir à comprendre les chakras, pour comment ça fonctionne, parce que ben, on peut travailler avec les baguettes sur le corps. Il n'y a pas que la comme géobiologie de l'habitat qu'on peut faire, on peut travailler avec le pendule. Je travaille en radiesthésie avec les gens, notamment pour l'harmonisation des chakras. Et puis cette feuille, au début de ma formation, elle m'a été vraiment super utile pour comprendre de quoi il s'agissait. Comme je sais qu'il y a une ou deux personnes qui me posent des questions à ce sujet-là, eh ben, vous tapez chakra dans Google, chakra, corps éthérique, etc. Puis quand vous tombez cette feuille-là, vous l'imprimez, je l'ai même plastifiée. Tout ça, c'est la feuille que j'ai toujours avec moi. Et même avec ça, elle me permet de travailler à distance sur les gens pour pouvoir faire les harmonisations. Elle me permet de faire énormément de choses, mais juste de me remémorer aussi. Et puis en plus, on connaît les liens des chakras, des corps, sur les organes, qu'est-ce que ça fait, même sur les notes, etc. Parce que ben, c'est l'unité, hein. Tout est un. Voilà. Petite partie des questions, sur les questions, sinon le bâton de sourcil en bois, je connais un bonhomme futur armoirie. Merci la Jas, là, pour la passe coupante. Les miennes sont faites avec des barres de sèche-linge, et ça fonctionne exactement, Richard. C'est juste, ça fonctionne très bien. C'est notre corps qui détecte, c'est pas les baguettes, c'est pas une question qu'on pose au pendule qui est fait dans un certain truc, etc. Méfiez-vous, méfiez-vous. Mon pendule de Todd, il fonctionne
en réception et quoi, il fonctionne dans les deux sens. Normalement, les pendules, ils font que de recevoir les informations. Euh, Ce qui est un peu contradictoire, c'est que je trouve que ça fonctionne bien pour envoyer des informations aussi. Mais je crois que ça travaille sur l'onde de forme plus que sur la matière. Et donc, du coup, voilà, j'aime bien ce pendule de Toth. Il fonctionne bien dans les deux sens. Et méfiez-vous quand même des objets magiques, des trucs, des croyances. C'est nous qui créons le sacré, c'est pas autre chose, quoi. Voilà. Après, la connexion avec en haut, avec les anges, les archanges, les entités, tout ça, c'est un autre domaine, c'est une autre, voilà, c'est un petit peu un autre sujet qui pourra faire aussi l'objet d'un live. Là aussi, ouais, je peux dire que j'y crois à tout ça, mais je l'utilise pas de la même façon pour la géobiologie. Voilà. L'amour, c'est la vie. C'est juste des. Comment s'appelle la chaîne YouTube? Tistria. Alors, c'est Tystria. Vraiment une très bonne chaîne. On peut même donner des petits sous pour la. Voilà. On peut faire un petit don. On peut la donner pour la soutenir. Je trouve que c'est vraiment une chaîne de qualité où les gens ils sont pas tous à côté. Bon, voilà, il y a bien sûr des personnes qu'on peut discuter de certaines choses qui sont peut-être un peu moins précises ou qui nous semblent complètement farfelues. N'oubliez pas que c'est toujours en lien par rapport à ce qu'on vit nous dans notre vie, est-ce que les personnes vivent dans leur vie à eux, dans leur stade de développement et dans le nôtre. Eux, ils ont peut-être un stade de développement un peu plus haut que les nôtres, un peu plus avancé que le mien, peut-être que je ne vais pas comprendre, peut-être que je comprendrai 3 mois, dans 3 mois en voyant la vidéo. Voilà. Restez ouverts. Chaîne YouTube Tistria, L'amour c'est la vie Yawen. Les miennes sont faites avec des. Ah, c'est je connais le balanfuteur. Sinon, le bâton de sourcier en bois, tu as essayé. J'ai jamais essayé le bâton de sourcier en bois. Jamais eu l'occasion. Voilà, je veux bien tester. Oh, je veux bien avoir avec tes pendules quelle matière tu utilises. Alors, mes pendules, c'est vite vu. Mon premier pendule, je l'ai fait avec le bois du poirier que j'ai eu sur ma parcelle. Parce qu'il y a une branche qui était tombée, puis je trouvais dommage de rien en faire. Donc, mes premiers pendules, ils ont été faits au poirier avec la branche tombée de mon arbre, la parcelle. J'ai fait d'autres pendules qui sont faits avec du bois. En fait, quand j'arrive en forêt, je demande à ce que la forêt, le gardien, voilà, les personnes qui sont ici, je me connecte et puis je demande à ce qu'on me donne un bois. C'est dans ma spiritualité, dans ma croyance. Je demande pour. C'est pas moi qui vais le prélever, qui vais le casser ou des choses comme ça. C'est que je demande à la forêt qu'elle me donne ça pour faire ça. Je définis mon intention, en fin de compte. Et puis, ma convention, bah, c'est. Voilà, mon regard, il est attiré par ça, en fait. Et après, je marche dans la forêt, et puis tout d'un coup, j'ai une branche qui me tape dans l'œil, et puis je sais que c'est celle-là que je peux prélever. C'est à l'intérieur, c'est comme ça. Je connais pas grand-chose en bois, donc je peux même pas te dire en quoi c'est précisément, mais c'est du bon bois qui fonctionne bien. Mes pendules, ils ont pas fondu, rien du tout. J'ai un bon feeling avec, puis j'essaie de les travailler de la manière la plus naturelle. Je ne mets pas de vernis dessus, je mets rien du tout. Je fais juste un ponçage, quoi. Je la fais autour. Mon pendule, je le fais autour. Après, je fais avec un ponçage au papier de verre. Et puis, je finis par faire un petit vernis avec de l'huile d'olive. Alors, ça tient ce que ça tient, l'huile d'olive, mais ça permet de mettre une petite couche de protection, puis en même temps, je trouve sympa de nourrir le bois avec une petite huile qui est naturelle, et puis ça permet aussi de prendre soin de son pendule. Ça reste un objet qui nous permet de faire la détection, de le respecter. Du coup, ben, de temps en temps, je lui remets un petit coup de lustre, on a trempé le pinceau dans l'huile d'olive. L'huile rien ma femme, hein, parce qu'elle l'utilise pour la salade. Ah oui, oui, dites rien s'il vous plaît, hein. Et du coup, ça, voilà, je prends soin de mon outil comme ça, en fin de compte. Et puis dernièrement, je lui ai donné un coup de main parce qu'il y a Piral des buis à la Sahara, et puis je suis tombé sur des tas de bâtons en buis, qui est une particularité ici en Suisse, dans les bois de la Sahara, d'avoir du buis. Normalement, c'est du bois qui se trouve dans le sud de la France. Et puis j'ai prélevé quelques bâtons de buis, donc pour mémoire, un bâton qui fait 5 cm de diamètre, il a à peu près 50 ans. Donc le buis, c'est une croissance qui est très lente.
Et donc, du coup, ça fait un bois qui est très dur, avec des sillons qui sont très serrés. C'est vraiment un bon bois, et puis qui est très lourd. J'étais assez étonné du poids, de la densité de ce bâton. Puis je vais essayer de tourner un petit peu. Et puis, bah, je partagerai que j'aurai fait quelques créations sur le Facebook. Voilà. Euh, ok, je veux bien utiliser là. Le bouquin m'accroche là, plus que le pendule. Voilà. Pour mettre les titres des livres en commentaire, car la vidéo est un effet miroir. Ouais. Ok, je mettrai quelques petits bouquins. Après, c'est pas sponsorisé. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est suivez votre intuition, hein. Les premiers bouquins que j'ai achetés, je suis allé chez Payot, je me suis planté devant la bibliothèque, devant le rayon, puis j'ai dit, bah, donnez-moi un livre qui me parle. Voilà. Un livre qui va me parler. Ce livre-là, il me parle à moi, ça ne veut pas dire qu'il va te parler à toi. Je veux bien te le prêter, mais intuition, convention, confiance, voilà. Qu'est-ce qui te parle le plus? Qu'est-ce qui vibre en toi? Va sur le site internet de Payot, Amazon, ta bibliothèque, etc. Tape les mots-clés qui te parlent, et puis ton bouquin, tu vas savoir que c'est lequel qui te parle le mieux et celui qui va te convenir. Alors après, je veux bien mettre un petit peu quelques liens et tout ça, il n'y a pas de souci, mais fais confiance à ton intuition et à ta confiance. Alors, Delphes de la forêt, énorme le jeu du troisième œil. Ouais, c'est assez cool. Je trouve ça assez étonnant. Et puis, ben, essayer à la maison. Puis, ça permet aussi de développer un peu son capteur, son troisième œil, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Marilena, si j'ai bien compris, les baguettes, c'est un prétexte. On utilise toujours notre énergie. Ouais. Tous les outils sont en nous. Tout est en nous. On a toutes les informations en nous, si on veut bien. Tout est en nous. C'est juste un prétexte, simplement. Moi, je l'utilise comme un outil visuel. Parfois, la concentration, elle est difficile à avoir. Et puis, le fait d'avoir un outil comme un pendule, comme des baguettes, ben, ça permet de pouvoir se concentrer et de faire le vide. Je fais le vide, puis je me concentre sur les baguettes, plutôt que d'essayer de faire le vide et puis de ne pas réussir. C'est un outil visuel qui va donner une information. Il n'y a rien de sacré, il n'y a rien de. Voilà. Si tu veux le faire sur les outils, fais-le sur les outils. Quand je suis chez des gens, je trouve que c'est aussi sympa de pouvoir prendre les baguettes et puis de leur montrer les baguettes qui bougent. Parfois, ils essayent aussi, histoire de développer un petit peu cette sensibilité. Ils essayent, puis de voir que, au bout d'un moment, tu as les baguettes qui bougent, etc. Ben, ça peut donner envie de développer ça et puis voilà, d'y aller. Donc voilà, mais oui, c'est un prétexte, les baguettes, dans ma façon de faire. C'est un prétexte. Alors, Dave, le pendule est mieux en bois, une matière vivante plutôt qu'en pierre précieuse, car le mien est en quartz fondant. Écoute, moi, mon premier pendule, j'ai eu le coup de foudre pour lui, il était en améthyste. C'était une pierre. Je suis allé dans le magasin à Échalon, je suis rentré dans le magasin, c'était celui-là que j'avais besoin, et puis voilà. Je n'ai cherché plein. C'est comme en lithothérapie, on dit que c'est la pierre qui nous choisit. Là, pour le pendule, c'est la même chose pour moi. C'est que j'ai été choisir les pendules, et puis, enfin, non, mais c'était à Vevey, je crois. C'était à Vevey. Magasin de pierre à Vevey. Puis, je suis allé dans le magasin, etc. Puis, au bout d'un moment, il y a toujours une même pendule qui est restée dans ma main. Et puis, quand je suis arrivé devant la caisse, j'avais des pierres, des machins, je ne sais pas trop quoi faire. Puis, j'avais ce pendule-là dans la main. C'était un améthyste. Je dis, bah, c'est celui-là qui va me faire. L'intuition. L'intuition, la confiance. C'était celui-là qu'il me fallait. Et puis, après, j'ai lu des bouquins de géobiologie, du pendule, magnétisme, des machins. Puis, je m'étais acheté un petit pendule en spirale pointu en pensant que c'était l'outil qui allait me permettre de faire de la recherche d'objets, etc. Et puis, ce pendule, je l'ai eu 2 jours. Et je l'ai eu 2 jours il y a 2 ans. Je l'ai perdu chez moi, je ne l'ai pas encore retrouvé. Donc, si c'est un message comme quoi c'était pas le pendule qui me convenait. Parce que c'était mon ego, c'était Walter. Il m'a dit, tu vas avoir ça comme outil pour pouvoir faire de la détection, pour rechercher des objets, pour ci, pour ça, machin. Et puis en fin de compte, il y a d'autres forces qui font qu'ils savent ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, qui vont nous orienter, qui vont nous guider. Voilà, on va parler des guides, qui vont nous guider. Et si ce n'est pas un outil qui est approprié pour moi, ça va être fait en sorte comme quoi
Je l'ai perdu. Comme ma baguette, la deuxième baguette, je l'ai perdue. Je sais exactement pourquoi je l'ai perdue. Voilà. Le ressenti, arrêter de penser matière, penser feeling. Tu as un bon feeling avec un bout de bois, tu as, un bon feeling avec une ficelle par un écrou, mais utilise-le. Tu as des bonnes réponses, c'est fiable, c'est précis, tu le sens bien avec ta ficelle puis ton écrou, ben fais-le. Tu as un bon ressenti avec un pendule en or, fais-le. Mais va pas rechercher dans la matière qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, etc. Après, voilà, il y a des croyances qui font que le cuivre c'est mieux que le laiton, etc. Je respecte. Moi, dans mon expérience, je vois pas de différence. Je vois que les choses qui me parlent, ça fonctionne. Les choses qui me parlent un peu moins, ça fonctionne moins bien, simplement. Les ondes de forme, ça aussi, je kiffe. Alors, les ondes de forme, c'est tout un monstre sujet, comme la chromathérapie, comme énormément de sujets, comme ça. Ouais, c'est assez impressionnant les ondes de forme. Je maîtrise pas à fond, mais je le fais quand il y a des angles qui sont trop aigus dans des maisons pour faire de la correction, ou bien à la symbolique. Je connais pas très bien la symbolique. Je m'y intéresse principalement à tout ce qui est symbole celte. Je regarde beaucoup bien des connaissances nordiques, mais une fois de plus, c'est une inconnue quelque part. Hein, de savoir qu'est-ce que fait quoi, etc. On peut s'amuser à mesurer, savoir si c'est bon pour nous ou pas bon pour nous, s'il y a de la protection, etc. Mais vraiment de savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est compliqué, même rien que le triskel, c'est compliqué, il y a tellement de théories. En même temps, ça peut être aussi beaucoup de choses ensemble. Voilà. La symbolique, c'est super cool. Bonsoir, mais le pendule pour rechercher les choses reste notre intuition, c'est pas la magie. Tout à fait, Denis. Ça me fait plaisir de te voir ce soir ici. Denis, c'est quelqu'un que je suis depuis quelques années sur un groupe de géobiologie qui fait des super vidéos, qui présente le réseau des menhirs, sauf erreur, et qui travaille en géobiologie d'une façon qui est vraiment très intéressante. Et puis, ça me fait plaisir que tu sois là ce soir, Denis. Exactement, le pendule, c'est notre intuition, c'est pas de la magie, tout à fait juste. Cool, merci. Ensuite, le pendule, moi je préfère sur le métal, à ma connaissance, ouais, exactement. Et Jasmine, j'arrive pas à voir ton message. Voilà. Maintenant, excuse-moi Alex, excuse-moi Richard, vous m'avez posé deux questions, j'ai mis du temps à y arriver. On va traiter maintenant le chapitre des questions-réponses. Donc, Alex, tu m'as posé la question, la différence entre un vortex et une cheminée cosmotellurique. Je vais te répondre de façon très théorique selon les livres que j'ai lus et un petit peu de mon expérience que j'ai fait avec les cheminées cosmotelluriques et les vortex. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont très différentes. Les cheminées cosmotelluriques, personnellement, j'en croise fréquemment. Il y en a dans beaucoup d'endroits dans la forêt, dans la nature, un peu moins en ville, mais c'est vraiment une force qui est dans la verticalité. Verticalité, comme ça. C'est-à-dire qu'elle prend son noyau à l'intérieur de la Terre, elle tourne, puis elle va monter, tac, 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 jusque dans le cosmos. J'ai pas d'idée des mesures, des dimensions, des choses comme ça. Ça dépend des cheminées que j'ai pu voir. Il y avait des plus grosses, des plus fines. Par contre, ça a une respiration. C'est une respiration, ça tourne, ça tourne pendant un moment dans un sens, ça s'arrête, et puis ça retourne après dans l'autre sens, dans le sens inverse. Ça, c'est la cheminée cosmotellurique. Des cheminées cosmotelluriques ont des bras. Les bras, donc les cheminées cosmotelluriques existent en positif et en négatif. Par contre, d'après les bouquins que j'ai vus, les bras sont à chaque fois en négatif. Il peut y avoir jusqu'à 9 bras de cheminée cosmotellurique. Donc du coup, si je vois une cheminée cosmotellurique qui est à proximité d'une maison, en général, elles sont assez proches d'un carrefour et d'un arbre. C'est l'arbre qui me donne l'information comme quoi une cheminée cosmotellurique parce il vrille un peu et puis au bout d'un moment on les ressent et puis avec le pendule je me pose dessus et puis mon pendule il tourne dans un sens, après il s'arrête, pouf, puis après il retourne dans l'autre sens. Ça c'est la cheminée cosmotellurique, c'est comme ça que je la détecte. On peut le faire aussi avec le pendule et puis un petit cadran où tu mets cheminée cosmotellurique, vortex, autre. Et puis tu sauras si c'est CCT, Vortex ou autre chose. Et après tu refais ton cadran, tu remets tes infos, etc. Toujours dans la confiance et dans la bienveillance. Et, le Vortex, donc la cheminée cosmotellurique, c'est une énergie qui est verticale. Le Vortex, c'est une énergie qui est horizontale.
Les vortex que j'ai pu voir, ressentir, sont peu fréquents, principalement à proximité de lieux sacrés, dans la forêt, et ils peuvent être étalés de quelques mètres jusqu'à plusieurs kilomètres. Dans ma région, il y en a un qui doit faire pas loin de 10 kilomètres. Comme j'ai pu voir, toujours avec ces chiffres par parenthèse, etc., parce que j'ai pas réussi à faire le lien sur les 10 kilomètres, si c'était le même, etc. Mais c'est une force qui est lourde, qui est en spirale, et en fait, c'est un principe de double spirale reliée. C'était dans un livre de Stéphane Cardino que j'avais pu voir ça avec des cercles. Donc, tu as un cercle qui tourne dans un sens, quoi, une spirale qui tourne dans un sens, puis l'autre qui tourne dans l'autre sens, comme ça, et puis qui sont reliés. Donc, si tu veux, si on met à plat, ça fait une spirale comme ça, tac, après c'est relié tout droit, et puis après, ça tourne dans l'autre sens. Non, ça tourne comme ça, voilà. C'est un peu difficile vu que c'est en inversé. Comme ça, avec un flux, et puis voilà. Le vortex, difficile de savoir à quoi il correspond exactement. Comme la cheminée cosmotellurique, je l'utilise pour nettoyer les gens. Les deux. La cheminée cosmotellurique positive, j'utilise pour le nettoyage des gens, nettoyage des corps, des chakras, pour l'harmonisation des personnes. Le vortex aussi, je place la personne sur une pierre où il y a le vortex. Et puis, en général, c'est la montée des émotions. Et ça sort, et la personne se met en larmes, ça rebouille beaucoup de choses, ça tire les énergies contre le bas, contre le haut. Un peu comme le menhir le ferait avec le sol, ça tire l'énergie négative, ça canalise, et puis le menhir, après, il monte, puis il rejette l'énergie, quoi. Il envoie l'énergie négative euh, au cosmos, donc la transmutation de l'alchimie. Voilà. La transmutation, ça prend le négatif pour monter en positif, on reste dans ce système de polarité. La grosse différence que j'ai pour être, ouais, un truc qui est facile si j'ai pas de cadran, si j'ai pas de posure, rien du tout, la cheminée cosmotellurique, tu arrives à la déplacer, tu peux l'appeler, elle vient se placer dans les mains, avec le vortex, il ne se déplace pas. Tu as un vortex dans la maison, atténué, tu peux atténuer un petit peu, quoique ça serait plutôt positif de l'avoir dans la maison, mais tu peux atténuer le ressenti des personnes. La cheminée cosmotellurique, tu peux la déplacer. Tu peux la déplacer, lui demander, la mettre même physiquement, la prendre, puis la mettre dans un autre coin. C'est assez drôle parce que quand tu te connectes à elle, ben, tu te demandes qu'il y ait une cheminée cosmotellurique qui vienne, tu la sens approcher puis se mettre dans tes mains. Comme ça. Puis après, tu la déplaces, mais une fois que tu as fini de jouer avec, ben, tu lui dis qu'elle reprenne sa place originale, simplement, sa place d'origine, et puis elle repart. Voilà. Une fois de plus, c'est mon expérience, c'est mes croyances, c'est ma philosophie. Prenez ce que ça vaut. J'espère avoir pu répondre à cette différence, les vortex et les CCT. On est au balbutiement de la géobiologie, c'est toujours assez compliqué de pouvoir donner une réponse très précise dans ce monde-là. J'espère avoir pu t'amener quelques clés pour réussir à reconnaître ce que c'est. Ça, merci. Voilà. Deuxième question qui a été posée par Richard. Comment connaître la largeur d'une veine d'eau, son débit et la profondeur? Ça, c'est super intéressant. Merci d'avoir posé cette question. La largeur, je la fais avec les baguettes. C'est Denis, d'ailleurs, qui m'avait donné c'est Denis qui m'avait donné le truc dans une de ses vidéos. C'est qu'il prend les baguettes, je vais vite chercher mes baguettes. Il prend les baguettes, tu marches, donc tu te concentres sur l'eau, tu veux détecter l'eau, hein, donc ton intention c'est détecter l'eau, ta convention c'est que les baguettes se croisent ou s'écartent, c'est égal. Tu avances, tac, puis à un moment donné, ça va se croiser. Donc là, tu marques avec le pied la rive, tu traverses ta veine d'eau, et puis une fois que tu as fini la traversée, les baguettes elles se rouvrent. Et comme ça, tu marques avec le pied la deuxième rive, et tu connais la largeur de ton flux souterrain, de ton eau souterraine, simplement. Donc, voilà. Avec les baguettes, tu marches par-dessus en te concentrant sur l'eau, et puis c'est ces baguettes qui font le mouvement.
Après, pour connaître son débit, tu as plusieurs solutions. Tu as la solution avec le cadran puis le pendule, où tu redessines ton cadran en demi-cercle, et puis tu mets 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, hein, ou le que tu veux, ou 2 litres, 4 litres, 6 litres, ou bien la version avec la baguette. La baguette, je me refais cette visualisation, parce que j'ai pas toujours de papier avec moi, visualisation du cadran au sol, comme ça. Je définis que ma convention, sur la gauche, c'est 0 litres minute, et sur la droite, c'est du 10 000 litres minute, par exemple. Et puis, que quand je donne un coup de pied par terre, c'est 1000 litres. D'accord? Donc, je tape avec le pied, et bon là, j'ai pas d'eau. Mais quand je suis sur la veine d'eau, la baguette, elle se met à zéro. Puis quand je commence à faire le travail, je tape un coup, ça fait 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Comme ça. Encore, elle tourne à chaque fois. Là, c'est moi qui le fais. Hein. Ça la tourne. Et puis, quand j'arrive à 2000, par exemple, elle m'a dit 2000, et puis elle se stabilise à 2000, ben je sais que c'est dans une échelle des environs de 2000. Donc je reprends mon cadran mental, je dis qu'à gauche c'est 0, à droite c'est 3000, que quand je donne un coup de pied c'est 100 litres minute, donc je tape avec le pied, attends, j'ai dit quoi, 1000, ça fait 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, jusqu'à 200, 100. Et puis après, quand j'arrive à une réponse à 2300 litres, eh ben, je fais les dizaines avec le même principe, avec le 0 et le 100, et puis comme ça fait 5, 10, et ça me fait 10, 15, 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100, puis comme ça, je vais avoir une mesure précise si c'est 2354 litres minute, en gros. Voilà. C'est comme ça que je le fais, c'est avec le coup de pied de ma convention, et puis ma baguette qui va voyager, qui va définir. Ça, c'est la solution que j'ai pour calculer le débit. Et la profondeur, la même chose, la profondeur, le pendule, tu mets la profondeur sur ton cadran, ou bien tu dis que 1 mètre, c'est un coup de pied, puis 1 mètre, puis ta baguette, elle tourne, tac, 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 puis quand elle arrête de bouger, bah, c'est que tu es arrivé à la bonne profondeur, quoi, en gros. Voilà. Comment déplacer la veine? Puis tu m'avais posé encore une deuxième question. C'était comment déplacer la veine d'eau, ou plutôt ses effets de piézoélectrique. Donc oui, la mémoire de l'eau comme conducteur, etc., c'est quelque chose qui est très important. Euh, la réponse, il y a plusieurs solutions, il y a plein de solutions possibles. Une des réponses, c'est de la laisser où elle est, et puis de faire l'ameublement de ta maison selon cette veine d'eau, sans se mettre dessus. À partir du moment où tu l'as détecté, tu sais que c'est un endroit qui est à éviter, pour autant qu'il y ait encore d'autres phénomènes qui soient dessus, etc., essaie de l'éviter au maximum et puis de détecter les réseaux qui vont dessus. Ça, ce serait déjà une première solution, c'est de rien mettre dessus. Voilà. Ou bien de changer de place la chambre, de changer de place le lit, si tu pourras faire autrement. Après, si tu peux vraiment rien bouger de plus, là, j'ai regardé sur Internet parce que ça devient du technique et je maîtrise pas forcément la piézoélectricité, de la faille, quoi de l'autre, d'une faille, etc. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il parlait de faire une prise de terre avec du laiton aux quatre coins de la maison et puis de l'orienter la sortie terre sur le nord magnétique. Voilà. Donc pour faire ressortir la piézoélectricité du terrain. Après, moi, dans les travaux que j'ai faits, quand j'ai eu des problèmes d'infiltration d'eau, d'effet de l'eau qui étaient négatifs, notamment de l'eau qui stagnait sous une maison, j'ai fait un travail, je ne sais pas comment ça se qualifie, mais en fait, c'est un peu de la chromathérapie, c'est que j'ai mis comme une couverture, donc c'est de la visualisation, j'ai mis une couverture entre l'eau du terrain et le sous-sol de la maison que j'ai défini d'une certaine couleur qui est en lien avec la maison. Donc j'ai essayé de créer une épaisseur entre la couche d'eau en visualisation et puis le béton. Ça peut paraître farfelu, mais c'est quelque chose qui a fonctionné chez la personne qui a pu retrouver un meilleur sommeil après. D'accord? C'était vraiment une idée d'isolation sur une grande zone par la visualisation. C'est un travail qui se fait en connexion, qui n'est pas forcément aisé. Il faut être super confiant quand on fait ce genre de choses, croire à ce qu'on fait, etc. Mais en mettant de l'intention une nouvelle fois, eh ben, c'est quelque chose qui fonctionne. Peut-être qu'il y a aussi un effet placebo. Hein. Voilà.
Je ne sais pas, mais en tout cas, la personne a pu retrouver un sommeil normal. Les enfants, ils ont arrêté de faire du cauchemar par rapport à ce qui se passait. Bien sûr qu'il y a eu un ensemble de travail qui a été fait dans cette maison-là où il y avait une problématique d'eau stagnante, il y avait des eaux d'écoulement, il y avait des cauchemars, il y avait des lits qui étaient mis sur des croisements telluriques, puis il y avait une forte mémoire des murs. Et en faisant ce nettoyage et en laissant ce qu'il y avait à laisser, et puis en transmettant le message qu'il y avait, un message qui était à transmettre, et ben, ça avait permis de résoudre la problématique. Toujours penser en globalité, d'accord? En globalité, puis après devenir un peu plus précis. Voilà. La gorge sèche. Ok. Tac. Marie-Laure, je préfère ce en métal, ouais. Libre à chacun de faire, éviter qu'il garde des trucs en lui. Oui, ta croyance, pas de problème. C'est vrai qu'au niveau du nettoyage des outils, etc., il y a plusieurs possibilités qui existent. Si tu penses qu'il n'y a pas de mémoire qui est faite dans le pendule, moi je pense qu'il y a une mémoire qui est faite et puis que c'est bien d'utiliser un peu de nettoyage. Mais ça peut être le passer sous l'eau, hein. Le nettoyer avec l'intention de le passer sous l'eau froide pour le purifier, pour le nettoyer. Voilà. Ça peut être le sel, ça peut être la coquille Saint-Jacques, ça peut être des pierres de lithothérapie, ça peut être l'enfouir sous terre, ça peut être plein de choses, libre à chacun d'avoir ses croyances, je ne détiens pas la vérité. Beaucoup plus que 50 ans, elle le buis aussi gros que ça, c'est très rare, même à la cérémonie. Oui, on parle du buis, la chasse, merci. Denis, avec plaisir. La forme d'un vortex, c'est comme les doubles spirales celtiques. Qu'est-ce que les doubles spirales celtiques? Tu parles du triskel, Anaël? Ah oui, oui. Comme sur la, Comme sur la pierre qui est à l'entrée du tumulus dans la vallée de la Bogne, dont le nom m'échappe. Ça peut être cette forme-là, effectivement. Dans les bouquins, c'est un peu plus allongé. C'est vrai que ces spirales qu'on trouve dans le monde celte, c'est assez intriguant. J'ai fait quelques voyages en Irlande. C'est des gravures qui sont impressionnantes dans ces tumulus. J'en ai croisé quelques-uns. Je suis allé voir des cairns aussi où il y a ces gravures. J'ai pas forcément ressenti de vortex sur place, mais c'est vrai que quand je suis allé en Irlande, j'étais pas autant sensible qu'à présent à ce genre de choses, et puis j'y allais dans un but touristique et historique et un peu moins énergétique. J'aimerais bien y retourner maintenant que j'ai développé ces sensibilités. Il y avait d'autres choses qui, vraiment la mémoire du lieu qui était très forte, très intéressante, dans toutes les ruines, les stone circles que j'ai pu voir, voilà, l'Irlande, ben, tu vois bien le maillot que j'ai mis, quoi. C'est mon deuxième pays, c'est un pays de cœur, quoi. J'adore aller là-bas et puis on apprend beaucoup de choses de ce pays-là, je trouve. Denis, qu'est-ce que tu me dis alors? Je voudrais te dire mon avis personnel, un jour tu viendras, va adorer. S'il vous plaît, oublie les livres sur les CCT car je te démontrerai que le vortex est une énergie qui résulte d'un choc de deux couleurs d'énergie, car rappeler les cheminées, lol, oui, ça tu verras que c'est le mental. Ouais, écoute, le problématique c'est que c'est le mental, mais je n'ai ressenti qui tourne dedans. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Et comme je t'ai dit, comme j'ai dit au début de la vidéo, je sais pas depuis quand tu regardes, Denis, c'est qu'il y a des choses que je dis maintenant que peut-être je me trompe et puis que dans 3 mois je penserai différemment. Ok, cool. Si une fois on se croise et qu'on arrive à voir ça, ben, je me réjouis qu'on teste ensemble, qu'on voie ce genre de choses parce que voilà, moi je suis prêt à croire énormément de choses et puis j'aimerais bien des fois avoir tort, pas avoir tort, mais ouais, j'adore découvrir. Et peut-être que des cheminées, là, ça serait peut-être intéressant de voir aussi, parce on est quand même séparés de quelques milliers de kilomètres. Ça serait intéressant de voir si les cheminées sont la même chose ici en Suisse, dans mon petit village, ou bien chez toi, chez toi en France, voir si c'est la même chose. Là, ouais, ça peut être super cool, quoi. Ouais, vivement. Alex, bah, plaisir. Dave, j'aurais tendance à être d'accord avec toi car je n'avais jamais trouvé aucun pendule qui avait voulu travailler avec moi avant mon pendule en quartz photo. Cool, j'étais d'accord avec moi, tant mieux. Merci, Dave. Mon premier pendule, c'était une bague qui me tenait à cœur et une mèche de cheveux. Voilà, Delphes, t'as tout compris.
c'était le truc qui te parlait le plus, et ben tu as raison de le faire comme ça, et peut-être que tu l'as encore, et puis c'est cool. Voilà. Bon, j'ai un petit peu dépassé mon live, un petit peu de retard, 45 minutes de retard par rapport à ce que j'ai prévu. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu. Ben, je voulais faire un petit peu de publicité pour mes randonnées cosmételluriques, aller voir les sites celles qu'il y a dans la région, et puis faire des formations à distance. Dites-moi si vous pensez que ça serait une bonne alternative de réussir à faire une formation à distance sous cette forme de live. Peut-être on ferait plutôt une visio conférence plutôt qu'un live pour ces formations. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live, quoi. J'ai vu qu'on était un bon paquet de monde, quand vous avez réussi à me supporter pendant passer 1 heure, c'est monstre cool. Si vous voulez faire un don à la fin de la vidéo, si jamais j'ai mis un Twint puis un PayPal, parce que je sais que des fois ça pose problème à des personnes de ne pas pouvoir échanger comme ils le veulent, des fois par des dons, par les finances. Moi, je le partage volontiers, mais si vous voulez transmettre quelque chose pour qu'il y ait un échange, un partage, et ben voilà, j'ai mis un Twint et puis un PayPal dans la description, et puis voilà quoi. Ce que votre bon cœur vous dit, en fin de compte. Sinon, ben, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis, ben ouais, laissez-moi un commentaire ou comme ça si ça vous a plu. Donnez-moi des idées de sujets qu'on pourrait aborder. Si vous voulez que je travaille un petit peu plus, j'amènerai ce que j'arrive à amener. Et puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez bien à la maison, on reste en contact. Et puis, ben, c'était un super challenge pour moi de faire ce live parce que jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas si ça allait fonctionner, toute ma technologie vidéo ou pas. Je n'avais strictement aucune idée parce que je l'ai vraiment fait à l'arrache. Et puis, ben, je suis assez content du résultat. Donc, voilà, bonne soirée. Et puis, à tout bientôt avec beaucoup de plaisir, de bienveillance. Allez, ciao, ciao.